Le premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé qu'il augmenterait son budget pour la défense à 2,5 du PIB. Il en a fait l'annonce à quelques jours de sa visite à Washington ce jeudi. C'est là, d'ailleurs, que le président Emmanuel Macron était hier pour discuter avec le président Donald Trump. L'Ukraine, évidemment, était au cœur des discussions. Alors, j'en parle avec Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier des Forces armées françaises. Bonsoir, Monsieur Ancel. Bonsoir. Alors, les deux présidents ont dit qu'ils avaient fait des avancées importantes, substantielles après leur rencontre, notamment qu'ils croyaient qu'une entente devait être signée rapidement. Alors, à quel point, selon vous, ces avancées sont importantes? Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Le président Macron a tenu un discours relativement diplomatique face à un président Trump dont on sait qu'il peut être totalement imprévisible. Par conséquent, ils ont essayé d'afficher un minimum d'entente quand en réalité ils parlent dans deux domaines qui sont complètement différents. Le président Trump est resté purement sur un sujet de faire des affaires, du business, quand le président français Emmanuel Macron espérait l'emmener sur le terrain des relations internationales et des conséquences des décisions que Donald Trump veut imposer, notamment sur la guerre en Ukraine et sur le rétablissement d'une relation parfaitement normale avec la Russie, comme s'il n'y avait pas eu 3 années de guerre particulièrement sanglantes déclenchées par Vladimir Poutine. Alors, ce sont deux positions, deux façons de voir qui semblent diamétralement opposées et donc irréconciliables. Oui, je pense clairement que même si les deux essayent de trouver un point commun, non seulement ils ne parlent pas de la même chose, mais ils se tournent quasiment le dos. En fait, le président Trump veut stopper cette guerre à tout prix, et le prix, il veut le faire payer à l'Ukraine. Alors que Macron essaye de parler au nom des Européens, même s'il n'a pas un mandat officiel, mais je pense qu'il représente assez clairement la volonté commune des pays, je vais dire pratiquement de l'OTAN, parce que j'intègre aussi le Canada de Justin Trudeau à l'intérieur, qui ne veulent pas que l'état de droit, le respect du droit qui a fondé nos sociétés pendant des décennies, soit remplacé par la loi du plus fort, comme semble le prôner Donald Trump aujourd'hui. On se souvient qu'en parallèle des discussions entre le président français et le président américain, les États-Unis forçaient l'ONU à adopter une résolution que je dirais assez illégale, qui consiste à demander un arrêt des combats, mais sans jamais demander l'intégrité territoriale de l'Ukraine ou condamner l'agresseur, qui est la Russie de Poutine depuis 3 ans. Donc là encore, le droit s'efface face au bulldozer de Trump, et c'est extrêmement inquiétant pour l'Ukraine, et puis pour la suite, pour les conséquences que cela implique, pour tous les conflits territoriaux qu'il pourrait y avoir dans le monde, où désormais c'est celui qui emmènera ses chars pour dessiner de nouvelles frontières. Bon, alors est-ce que c'est encore possible d'imaginer un cessez-le-feu, une trêve ou même un accord de paix dans un contexte où l'Ukraine n'aurait pas à céder une partie de son territoire ou une partie de ses ressources naturelles aux États-Unis ou à la Russie, et sachant que les accords ou les négociations de paix se déroulent sans l'Ukraine? En fait, ces négociations se déroulent sans l'Ukraine et sans les Européens. Donc Trump négocie directement avec Vladimir Poutine, et je pense très sincèrement qu'il a déjà scellé un accord avec le président russe, dont nous sommes simplement en train de courir après le camion en espérant pouvoir en limiter les dégâts. Son accord est simple, il va accorder à la Russie tout ce qu'elle a conquis par la force, c'est-à-dire 20% du territoire ukrainien après 3 années de guerre, et en plus il va garantir à la Russie que l'Ukraine n'aura jamais de garantie de paix en pouvant rentrer au sein de l'OTAN, et donc en ayant une forme d'assurance que sa sécurité collective soit assurée par d'autres. Et Trump a même décidé que le président Zelensky, comme le voulait le président Poutine, le président russe, que Zelensky était maintenant un obstacle à la paix en Ukraine et que par conséquent il devrait partir. C'est quand Trump dit qu'il faut qu'il y ait des élections présidentielles en Ukraine, alors qu'il n'y a jamais eu de précédent d'élections organisées dans un pays en guerre. Donc on voit bien que Trump veut cesser la guerre très très vite, et je pense qu'il a réellement la volonté de trouver un cessez-le-feu dans les semaines qui viennent, et que Poutine l'acceptera d'autant plus
que en fait Trump lui offre sur un plateau d'argent tout ce qu'il n'a pas réussi à arracher en 3 années de guerre. Alors, si c'est bien le cas, si cette entente est bel et bien celle qui est dans les cartons actuellement, quelles seront les conséquences, pas seulement pour l'Ukraine d'abord, évidemment, mais aussi pour l'Europe et pour le reste du monde? Pour l'Ukraine, les conséquences seront terribles parce que ça veut dire qu'ils vivront avec en permanence l'inquiétude que la Russie reprenne sa guerre et surtout, ils auront perdu 1/5 de leur territoire. Donc c'est gigantesque pour les Ukrainiens et en plus, Trump semble avaliser le fait que, au fond, cette guerre, c'est de la faute des Ukrainiens et du président Zelensky, alors que c'est une inversion totale de la réalité. On dirait des informations d'Elon Musk quand elles sont inversées de cette manière. La deuxième conséquence, qui sera très importante pour les Européens, c'est qu'ils devront fournir une force de sécurisation quelque part de cet accord, un peu ce qui s'est passé en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud depuis plus de 70 ans, une force qui coûtera extrêmement cher, qui est de l'ordre de 50 000 hommes en permanence, c'est-à-dire 100 000 sur une année, qui n'aura pas pour objectif de surveiller la ligne de front qui fait 1200 km, il faudrait beaucoup plus d'hommes pour faire ça, mais de garantir à l'Ukraine que la Russie ne pourrait pas reprendre impunément la guerre contre elle. Et puis, les Européens sont donc condamnés à dépenser beaucoup plus d'argent pour leur défense. Peut-être que leur effort était insuffisant. Enfin, quand Trump les appelle à dépenser 5% de leur PIB, alors que les États-Unis n'en dépensent que 3,3%, on voit bien que l'appel de Trump, encore une fois, est uniquement dans son monde du business. Parce que dans son esprit, les Européens doivent acheter du matériel de guerre américain. Lui entretient une forme d'incertitude permanente sur ce front. Et il ne nous garantit absolument pas que si dans 3 ans, quand la Russie aura réarmé, en fait, l'armée russe qui a été très éprouvée par ces 3 années de guerre, la Russie ne reprendra pas des combats contre l'Ukraine ou contre des pays frontaliers comme les pays baltes, et qu'à ce moment-là, nous n'aurons aucune garantie des États-Unis qu'ils viennent se battre avec nous pour nous défendre. En terminant, il reste peu de temps, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Quel est le rôle que le Canada peut jouer? Le Canada qui a réitéré son soutien à l'Ukraine et qui a dit qu'il n'était pas exclu qu'on envoie des troupes en Ukraine dans un contexte de paix, évidemment. Dans ce contexte, le Canada joue un rôle clé. Pour moi, c'est un pays charnière entre la culture américaine et la culture européenne. Et à un moment où le président américain part dans des directions complètement hallucinantes, je pense que les Canadiens peuvent jouer un rôle clé pour ramener les États-Unis à la raison et permettre aussi aux Européens de bien comprendre ce qui se passe dans la mentalité américaine qui nous échappe de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout non plus, mais merci, M. Ancel. Au plaisir.